monsieur le représentant spécial. Donc, juste revenir sur quelque chose qui a été dit, qui a été, de mon point de vue, très bien dit en partant ce matin de l'exemple de la Côte d'Ivoire qui revient donc après avoir reçu une opération de maintien de la paix des Nations Unies, qui revient aujourd'hui comme contributeur également, même si c'est encore très modeste. Je travaille pour une organisation qui appuie modestement la formation auprès du déploiement des unités de la Côte d'Ivoire. Et il est important, et je pense que c'est également un chantier que l'OIF peut concrètement investir. Il est important qu'il y ait une coopération sud-sud qui se développe également pour accompagner des États comme la Côte d'Ivoire qui ont une réelle ambition donc de participer au maintien de la paix et qui peuvent tout à fait profiter des expériences significatives comme celle du Sénégal, qui a également l'avantage d'avoir une proximité linguistique avec la Côte d'Ivoire, mais aussi avec le Ghana, qui n'a pas le français comme langue de travail, mais qui est membre de l'OIF et qui a également une expérience significative en matière de participation aux opérations de maintien de la paix. Donc, je pense que c'est important de développer cette coopération sud-sud là qui va offrir pas mal d'avantages comparatifs pour les pays comme la Côte d'Ivoire qui ont une ambition et qui montent. Deuxième point de commentaire également par rapport à ce que j'ai entendu ce matin et qui mérite d'être également pris en compte, c'est la gestion du volet politique, donc des transitions, notamment dans les périodes de clôture des missions et des périodes de transition. Et là encore, je m'appuie sur l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est le pays dans lequel je vis, où j'ai j'ai un intérêt à observer concrètement comment le processus politique évolue et comment aujourd'hui, après la fin de l'ONUCI, qui a été saluée par à peu près tout le monde comme étant une mission réussie, mais aujourd'hui il y a un réel défi donc de prise en charge, un réel défi d'accompagnement du dialogue politique en Côte d'Ivoire, qui de mon point de vue commence à montrer quelques signes de détérioration, donc quelques signes négatifs pour être précis en termes de processus politique inclusif. Donc c'est important également qu'après la fin des missions peut-être il y a une proposition concrète ce matin que les organisations régionales, que la CEDEAO, que l'Union africaine prennent le relais des Nations Unies pour accompagner les États dans le dialogue politique. Je pense que c'est des chantiers intéressants que l'OIF aussi, que d'autres organisations peuvent concrètement investir. C'est vrai que je vais finir par là, que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'équipe pays donc des Nations Unies est chargée de prendre donc la relève, et il y a également le bureau du UNOAS à Dakar qui a également un mandat sur cet aspect-là. Mais c'est important qu'il y ait un suivi proche, qu'il y ait des gens qui s'intéressent de très près donc à l'évolution du processus politique pour éviter qu'on retombe une fois encore dans les travers qu'on a connus par le passé. Voilà, donc c'est deux sujets, deux aspects sur lesquels j'ai voulu revenir parce que ça me paraît non seulement important mais novateur aussi comme approche à investir concrètement par les différentes organisations pour rendre davantage efficaces les opérations et l'après-opération. Et le secrétaire général adjoint a tout à fait souligné que le maintien de la paix est une phase et qu'il faut également prendre en compte la phase suivante. Voilà, merci. C'était donc une petite contribution supplémentaire. Merci. Oui, mon général. Une question, oui, à monsieur le secrétaire général adjoint Carré. Il a été beaucoup question, monsieur le secrétaire général adjoint, du peu qu'on fait francophone au sein de cette institution. Il se trouve que quand on essaye d'y rentrer, on nous demande d'abord, la première chose, c'est un haut niveau en anglais, même si la deuxième langue officielle est le français, et à aucun moment, je veux dire, un anglo-saxon on lui vérifie ses capacités à parler en français, qui est l'autre langue. Comment, vous qui êtes demain allez élargir votre portefeuille de compétences, vous allez pouvoir nous aider dans ce domaine, justement, à permettre l'accès à plus de francophones, peut-être par le biais de l'évolution du management, de la gestion, dans cette institution.
Je vous remercie beaucoup. C'est une question qui a été au centre de beaucoup de nos discussions depuis ce matin. Je voudrais qu'on puisse conclure avec ça en donnant la parole à mon frère Atoul. Je sais qu'on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Merci beaucoup. En fait, il y a, avant que je ne réponde au général, j'avais aussi indiqué mon soutien complet aux 3 points qui ont été soulevés par nos collègues de Côte d'Ivoire. Et surtout, j'avais placé beaucoup d'importance sur le premier sujet, c'est la coopération sud-sud. Vous avez vu, pour le moment, par exemple, il y a une coopération nord-nord. Par exemple, au Liban, nous avons des contingents des Français, les Irlandais, les Finlandois, qui travaillent ensemble dans une équipe conjointe. Plus prochainement, il y aura au Liban, en coopération sud-sud, avec le déploiement de contingents conjoints de l'Inde et Kazakhstan. Mais on n'a pas vu vraiment tel type de choses dans les pays africains. Donc, je suis d'accord, peut-être, vous pourriez pas travailler avec la Ghana ou avec le Sénégal ou des autres pays francophones d'Afrique qui ont de l'expérience, qui sont expérimentés en fournissant des soldats et des policiers pour l'opération de la maintien de la paix. Et vous pourriez considérer ce type de déploiement conjoint, si vous voulez. Ça pourrait même être multilatéral. Hein. C'est pas nécessaire qu'il y aura seulement 2 pays qui participent dans une opération conjointe. Vous pourriez avoir 3, 4 pour avoir un contingent vraiment multilatéral. Hein. Donc, je la soutiendrai et si vous auriez aucun projet, n'hésitez pas à contacter mon département. En ce qui concerne la question qui était soulevée par le général, il y a 3 problèmes. Le premier problème, c'est que nous n'avons pas suffisamment de personnes qui peuvent travailler couramment en français, si bien travaillant en français en conversant ou par exemple travaillant dans les questions écrites par la note, etc. Comme mon frère, mon collègue, M. Hervé Latsous a indiqué dans son discours, malheureusement, il y a un fait que le monde aujourd'hui, en gros, travaille en anglais. En gros, hein. Et c'est pas seulement une question de français, c'est aussi une question de personnes qui parlent arabe ou par exemple des Indiens qui ne parlent que l'hindi. Et il y a d'autres langues qui sont vraiment des langues très importantes. Mais, enfin, ce qui est important, c'est d'avoir une connaissance de la langue anglaise pour travailler bien au sein des Nations Unies. Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas qu'on demande la pratique d'anglais au niveau que la maîtrise soit comme un maître en anglais. Hein. Ce n'est pas nécessaire. Hein. Je dis toujours, et je serai franc, j'ai appris la langue française comme la 4e langue étrangère. J'ai appris l'anglais comme la 5e langue étrangère. Et quelquefois, je dis que j'ai aucune difficulté de parler en français ou en anglais, parce que si le Dieu m'a donné le pouvoir de faire des fautes dans 2 langues étrangères, pourquoi ne pas faire donc je fasse si bien des fautes en français qu'en anglais, je suis confortable. Mais en revenant aux questions d'examen pour le recrutement au sein des Nations Unies, je crois que l'examen pour le moment, c'est
c'est un peu au moins, il y a une bias en faveur de langue anglaise que d'autres langues. Il faut qu'on essaye de corriger cette bias en faveur d'anglais pour qu'au moins nous aurions beaucoup plus de personnes qui viennent des pays francophones, mais aussi je voudrais avoir beaucoup plus de personnes qui viennent des pays arabes. Parce que nous avons des difficultés. Comment on pourra travailler, disons, à Darfour ou à Sud-Soudan ou en Somalie sans connaître l'arabe? C'est difficile, hein, c'est difficile. Donc, on va essayer de la corriger sur la base de secrétariat intégral et holistique. Depuis le 1er janvier 2019, et quand Monsieur Anadif, mon cher frère, était en train de m'introduire, il a fait en mention indirecte que en commençant en 2019, les responsabilités qui seront les miennes seront épandues. Et il a fait la question, la mention indirecte parce qu'on n'a pas fait aucune déclaration de la part du secrétaire général. Et même, je n'ai pas eu aucune connaissance. Mais bien entendu, la francophonie porte beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de bienfaisance sur moi. Et donc, quand j'étais dans la réunion avec vous, j'ai obtenu l'information que le secrétaire général a décidé de me nommer comme la secrétaire adjointe de soutien opérationnel y commençant le 1er janvier 2019. Donc, merci beaucoup pour votre aide et merci beaucoup à toi. Moi, je crois que tout est bien qui finit bien. Et on a eu quand même les sommités des Nations Unies pour faire avec nous cette séance de clôture. Je crois que c'est une très bonne chose. J'essaie par conviction, pour les avoir côtoyés les deux, que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et même, il n'a pas dit beaucoup de choses avec lesquelles on en avait discuté. Et je crois qu'il partage un peu notre vision. Il partage beaucoup de ce que nous avons dit depuis ce matin. Et comme je l'ai dit, il est extrêmement important que vraiment le centre Boutros Ghali essaie de voir un peu, de nous ramasser tout ce qui a été dit depuis le matin pour qu'on puisse dégager cette vision qui est déjà claire, hein, parce qu'il y a eu unanimité dans tout ce que nous avons dit depuis ce matin, même sur cet aspect de multilinguisme. La francophonie le porte, ça fait partie aussi ce n'est pas exclusif. On veut juste peut-être une petite équité, mais sinon, je crois que la francophonie, au-delà de ses valeurs, porte aussi le multilinguisme, et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes à la fin. J'aimerais quand même, Madame Argès, te donner la parole pour que tu nous puisses faire le mot de la clôture. Merci infiniment, Monsieur le représentant spécial, Monsieur le secrétaire général adjoint, Monsieur le conseiller spécial, cher Monsieur Latsous. Alors je fais un mot très bref pour me réjouir d'abord de la dernière nouvelle que nous avons eu le plaisir d'entendre en primeur. Et pour remercier à nouveau tous les participants, je n'ai malheureusement pas pu assister à l'ensemble des travaux, mais en entrant et en sortant, dans la mesure où nous avions ce débat ouvert sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, ça prenait également un peu d'attention et c'est éminemment lié à ce que vous avez discuté aujourd'hui. Donc, véritablement pour vous remercier, pour effectivement confirmer nos attentes par rapport à une
résumé, non, je sais plus trop comment dire ça en français, mais bon, voilà, une synthèse, merci, de l'ensemble des discussions, parce que encore une fois, ce que nous souhaitions faire aujourd'hui, c'était véritablement avoir la possibilité de ce dialogue et de cette identification de propositions concrètes, susceptibles de faire avancer l'agenda, et je crois que cette synthèse pourra de manière assez forte être portée par le groupe des ambassadeurs francophones ici et par la francophonie à New York, en bonne intelligence avec le secrétariat avec qui nous collaborons continuellement. L'essentiel étant que nous puissions collectivement et ensemble apporter de vraies solutions efficaces sur le terrain aux populations qui en ont besoin. Je pense qu'on est tous axés sur cette même direction. Peut-être un dernier point alors, avant de me taire et de passer à la réception. C'est simplement pour insister sur un point qui a été évoqué sur les ressources humaines ou sur les recrutements par le général Lyon il y a un instant, et pour attirer l'attention sur le fait que se joue actuellement ou se discute actuellement en comité administratif et budget CCQAB une proposition déjà relative à la réforme des ressources humaines, et que cette proposition est malheureusement peu fondée sur la nécessité du multilinguisme et la nécessité pour les Nations Unies à la fois d'être capable d'intervenir dans une multitude de terrains et une diversité de terrains, mais également d'avoir en son sein une représentation et une diversité suffisante pour définir de nouveaux schémas d'opération. La réforme ou le projet de réforme des ressources humaines qui est sur la table ne reflète pas nécessairement dans son intégralité ces questions-là, et ce sont des questions importantes tant pour le maintien de la paix que pour le reste de l'organisation, pour faire en sorte qu'effectivement au sein de ce bâtiment, au sein de cette organisation, nous ayons toute la diversité du monde que cette organisation représente et qu'elle sert. Donc merci encore infiniment. Merci à vous d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci à tous les participants, et nous reviendrons absolument vers vous avec cette synthèse et les étapes prochaines. Merci infiniment.